Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 8h50 avec nous pour les grands débats ce matin. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et vos appels 0826 300 300 avec Simon qui nous appelle d'Occitanie. Bonjour Simon. Bonjour oui, Simon. Bonjour. Oui, bonjour. Simon, vous vouliez réagir sur le nouveau gouvernement? Ah ben oui, il y a de quoi être surpris, mais sans l'être, puisque de toute façon, on se doutait bien que Monsieur le Président allait encore prendre une décision à contre-pied de l'opinion publique, puisqu'il s'en moque totalement. C'est plutôt un gouvernement de mépris vis-à-vis de la population, puisqu'ils maintiennent des gens, dont on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et puis surtout il maintient pour lui les piliers de son gouvernement qui ont tous prouvé leur inefficacité. Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Darmanin avec les Stades de France, Olivier Véran. Alors on ne sait pas pourquoi lui il fallait à tout prix lui trouver un poste. Bon, je pense qu'ils doivent avoir des accointances ou un soutien indéfectible. Tous ces petits suiveurs de trentenaires, qui sont tous des jeunes qui n'ont aucune connaissance de la vie politique et surtout de la vie tout court. Voilà quoi. Donc comment voulez-vous qu'avec un gouvernement de cette structure, les gens soient satisfaits? Les gens s'attendaient quand même à quelque chose qui soit constructif, qui amène un peu le sentiment qu'enfin ils ont compris quelque chose. Au contraire. Philippe, donc, voilà. Philippe Bilger, est-ce qu'il avait le choix finalement, Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne? Sûrement, mais je rejoins le constat pourtant très sévère de notre auditeur. Simon. Simon, il est dur, mais il est lucide. Moi, j'ai l'impression que depuis sa réélection, Emmanuel Macron ne cherche qu'à faire passer un message qui consiste à banaliser l'échec qu'il a eu aux législatives. Certes, majorité relative, le groupe Renaissance est encore le plus important, mais tout de même, on a l'impression que le président traîne des pieds et de l'esprit pour tirer véritablement les conséquences de cette défaite rare après une élection présidentielle, et son gouvernement n'est pas fulgurant d'originalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Elisabeth Lévy? Moi, je vous trouve, un peu sévère. C'est-à-dire, on peut être sévère sur l'ensemble de l'œuvre d'Emmanuel Macron. Maintenant, dans la situation actuelle, il a deux solutions. Soit il dissout pour recommencer des élections et dégager une majorité. Soit, je vous rappelle que personne dans les opposants ne voulait entrer dans le gouvernement, ce qui me paraît tout à fait légitime. Et par ailleurs, oui, Macron manque de poids lourd, mais ça c'est pas nouveau. Ça c'est le problème du macronisme depuis un certain temps. Je me rappelle quand comment s'appelait le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Je veux dire, qui faisait pareil. Il me semble qu'il manque de gens d'expérience et de poids lourd de la politique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je vois pas très bien quel lapin il pouvait sortir de son chapeau à ce stade-là. Je veux dire, il y avait pas de gens prêts à aller travailler avec lui. Donc, s'il n'a pas décidé de dissoudre, ce qu'il peut faire, je crois maintenant, mais une seule fois dans l'année, voilà, il fait avec ce qu'il a, ce qui n'est effectivement pas très flamboyant. Voilà. Mais Philippe parle d'un échec du macronisme. Oui, c'est un échec relatif, c'est vrai. Mais on est maintenant dans cette configuration-là. Donc, effectivement, la suite va d'ailleurs être intéressante parce que ça va laisser beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. On va pas s'ennuyer, en tout cas. Justement, Simon, pour vous faire rebondir sur ce que viennent de dire Philippe Bilger et Elisabeth Lévy, notre sondage du jour, c'est selon vous, ce gouvernement a-t-il été nommé par défaut? Il y a 90,3% de votants qui disent oui. Est-ce que quelque part, aujourd'hui finalement, tant chez LR qu'au Parti Socialiste, Emmanuel Macron n'a pas raclé les flancs de tiroir et que plus personne ne veut venir avec Emmanuel Macron, surtout un Emmanuel Macron qui a une majorité relative et qui ne va peut-être pas durer vu le risque de dissolution? Non, c'est parce que je pense, moi, si vous voulez, que pour l'instant, il a poursuivi son premier choix, c'est-à-dire de choisir un gouvernement que je qualifierais de transitoire, parce que de toute façon, ça lui permettra à ce moment-là, d'essayer de passer quelques réformes, difficiles, sur les épaules de ce gouvernement actuel.
parce qu'en plus, évidemment, les autres partis politiques n'allaient pas s'associer à quelqu'un qui est en perte de vitesse, pour pas dire qui est en perte tout court, hein, et dont on sait bien que maintenant ça va être compliqué, mais simplement ce gouvernement transitoire est là pour pouvoir permettre la dissolution et faire porter, entre guillemets, si je peux me permettre le terme, le chapeau aux oppositions, parce que de toute façon, depuis le début, c'est exactement le message qu'il essaie d'inculquer à tous. Le problème, c'est qu'il faut qu'il arrête surtout de prendre les citoyens pour des imbéciles, quoi, et qu'ils se permettent de donner des leçons en disant qui est républicain et pas républicain. Là, si vous voulez, là où je suis un peu furieux, c'est parce qu'après j'ai tout le respect qui se doit vis-à-vis d'un président et de son gouvernement. D'abord, ils sont capables de prendre des décisions, je veux dire, adaptées à la situation, ou sinon des demi-mesures qui sont chaque fois de toute façon non satisfaisantes. Et ensuite, le problème qu'on va avoir surtout, c'est que c'est des décisions, c'est un gouvernement qui ne va décider de rien, si ce n'est maintenant pour essayer de perdre des mois et des mois pour essayer de nuire à l'opposition et permettre de reconstituer, en espérant que ça fonctionne, une assemblée nationale qui leur soit plus favorable, quoi. Voilà, donc la difficulté, elle est là. Donc et tout ça au détriment de l'intérêt public. On voit bien que... Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire, en fait? Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce stade? Eh bien, il fallait qu'ils trouvent des compromis avec les autres partis, non pas rejeter déjà une partie des partis politiques qui ont été élus légitimement, certains députés, en disant que cela, de toute façon, c'est persona non grata. Donc déjà, ça, c'est inacceptable. Il se permet de donner des leçons à tout le monde de démocratie alors que lui-même ne l'applique pas. Donc voilà, confère les gilets jaunes et tout ça. Donc voilà, donc c'est des choses. Et puis on sent qu'il y a plutôt une provocation en disant si le peuple est contre moi, je vais les obliger à penser comme moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il change de paradigme. Le problème, il est là, c'est que le personnage n'est pas du tout à sa place. Merci beaucoup, Simon. Merci de nous avoir appelés. On reste ensemble jusqu'à 10h. On retrouve Philippe Bilger et Elisabeth Lévy juste après le journal de 9h. Et Éric Revel sera avec nous aussi pour parler de ce gouvernement. Restez avec nous. Dans un instant, la météo. Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 9h06, dans un instant, les grands débats, la suite avec Philippe Bilger et Elisabeth Lévy. En attendant, Éric Revel. Et bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Et bonjour Cécile. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour à tous. Nouveau remaniement gouvernemental, très attendu après les législatives. Un gouvernement d'action pour vous, Éric ? Gouvernement d'action, vous vous posez la question, je me pose aussi la question. On attendait un commando de 15 ministres pour faire face à la crise sociale, à la crise économique, qui rôde pour faire face aussi à l'insécurité qui grandit dans le pays. On attendait un commando rapide, souple. Et nous voici face à une troupe gouvernementale de 41 ministres et secrétaires d'État, avec peu de ministres femmes d'ailleurs, des nouveaux totalement inconnus, puis des anciens comme Olivier Véran, porte-parole, ou Marianne Schiappa, le grand retour, secrétaire d'État à l'économie solidaire, des anciens qui, à mon sens, sont totalement démonétisés. Alors, pas de vote de confiance, mais une motion de censure déposée par la France insoumise contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Oui, alors Elisabeth Borne, elle l'a dit, elle n'engagera pas la responsabilité de son gouvernement avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. On peut comprendre, le risque politique était très grand, mais d'autant, écoutez bien Philippe, que 4 députés de cette fragile majorité relative, 4 députés, sont devenus ministres. C'est quand même un comble, c'est-à-dire que vous avez une majorité qui est déjà relative, il vous manque 40 députés, vous en nommez les 4 qui deviennent ministres, donc vous affaiblissez un peu plus votre majorité relative. Donc oui, il y aura un vote de censure proposé par la France insoumise. Alors on verra quel groupe parlementaire s'y associera ou pas. En attendant, ce gouvernement, je vous l'annonce déjà, ne déplacera pas une seule voix à l'Assemblée nationale pour la simple raison que ce nouveau gouvernement ne s'est ouvert à aucun autre parti. Les partis politiques ne voulaient pas y aller. Il fait évidemment la part belle aux alliés traditionnels d'Emmanuel Macron. J'ai cité François Bayrou ou Édouard Philippe. Et puis rien d'autre. Ce nouveau gouvernement marque donc plutôt l'échec d'Emmanuel Macron et de sa première ministre à rallier de nouveaux appuis politiques. Oui, c'est un échec.
le débauchage a échoué. Preuve de la faiblesse politique qu'incarne maintenant Emmanuel Macron au début de ce nouveau quinquennat qui patine et qui n'arrive toujours pas à démarrer d'ailleurs. Et le nouvel gouvernement est constitué, Éric, mais on a l'impression que c'est l'Assemblée nationale qui est en ordre de bataille. Ah oui, vous avez bien. Oui, c'est la formule pour moi. C'est exactement ça. En face de cette troupe gouvernementale, comme je dis, de 41 ministres et secrétaires d'État disparates et qui donnent l'impression d'un rafistolage sans souffle et sans nouvelle personnalité, vous avez raison. L'Assemblée nationale, avec 16 oppositions au pluriel, semble beaucoup plus affûtée. L'Assemblée nationale, oui, je vais reprendre votre formule, elle est en ordre de bataille. Alors, premier grand test politique, ou d'ailleurs, on peut l'appeler autrement, premier crash test politique pour le gouvernement, ce sera la loi sur le pouvoir d'achat qui arrivera au Palais Bourbon le 18 juillet prochain. Donc, âme sensible politique, s'abstenir. Merci beaucoup Éric Revel. On continue d'ailleurs avec notre débat du matin. Et les grands débats du matin, on continue bien sûr avec Éric Revel, avec Elisabeth Lévy et avec Philippe Bilger. Et vos appels comme chaque matin, on vous attend au standard pour commenter cette actualité ou la vôtre au 0826 300 300. Alors justement, vous avez entendu Éric Revel. Est-ce que vous pensez, Philippe Bilger, que c'est un gouvernement d'action ou un gouvernement... sans ambition. Sans ambition. Voilà, vous m'avez coupé. Eh bien, il sera d'action, mais il n'aura pas forcément une ambition, évidemment, d'action par rapport à l'attente qu'on nous impose, cette course de lenteur depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le propos d'Éric Revel, c'est qu'au fond, il n'est pas très différent de celui d'Elisabeth Lévy tout à l'heure. Peut-être ai-je sous-estimé, en effet, le poids des pesanteurs politiques. Mais il me semblait tout de même qu'on aurait pu imaginer inventer un gouvernement plus excitant, si j'ose dire, en tenant compte du précédent, en tenant compte de certains ministres qui avaient échoué. Mais ça, peut-être que c'est trop demandé en France, où en général l'incompétence et les insuccès garantissent plutôt le maintien que le départ. Elisabeth Lévy. Oui, non, alors là-dessus, Philippe a raison. Il y a quelque chose en France, d'ailleurs, c'est pas spécifique au gouvernement, c'est la même chose dans les entreprises, où l'incompétence ou simplement les échecs sont rarement sanctionnés. Je pense à Éric Dupond-Moretti, qui n'a pas brillé, me semble-t-il, à la justice et qui a achevé le quinquennat avec la piteuse affaire Colonna. Alors évidemment, c'est pas lui qui était dans cette prison, mais il est le ministre. On peut aussi citer Gérald Darmanin et le Stade de France, mais ça prouve simplement qu'il n'a personne. Donc, si vous voulez, il me semble... Alors voilà, je veux bien qu'on me dise qu'il aurait pu nommer un gouvernement plus excitant, mais j'attends des exemples, mon cher Philippe. Quoi, Marlène Schiappa à la Défense? Je veux dire, vous auriez trouvé ça excitant? Non, mais moi, Marlène Schiappa, je l'aime bien, ma chère Elisabeth. Moi aussi, je l'aime bien. Ça n'est pas un critère. Moi aussi, vraiment. Moi aussi. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés dans ce gouvernement, mais vous me mettez au pied du mur, vous avez raison. Après avoir critiqué la désignation de certains, je serais bien en peine de trouver les ministres qui auraient mon agrément. C'est ça le problème. Ou alors on fait partir les gens sur lesquels il se repose Darmanin, Dupond-Moretti et autres, la base de ce gouvernement, il ne peut pas se le permettre. Donc c'est vrai, je ne le trouve pas excitant, je le trouve finalement décevant, mais je suis comme vous maintenant et comme Éric, il est lui-même coincé par la pauvreté de l'univers qu'il soutient. Je vais vous faire réagir les vraies voix, excusez-moi, je voulais juste ajouter une chose. Oui, Non, je voulais ajouter une chose et peut-être Philippe veut en parler. Là où notre auditeur avait raison, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument scandaleux. Après nous avoir expliqué, c'est merveilleux, l'Assemblée reflète la diversité des opinions en France, à nous expliquer que la moitié de cette Assemblée, à peu de choses près, n'est pas républicaine. Ça, si vous voulez, cette espèce de volonté de vouloir ressusciter le vieux cordon sanitaire me paraît absolument grotesque. Mais il n'est pas le seul. On nous explique à peu près partout que le Rassemblement national n'est pas républicain. Alors justement, je voudrais vous faire réagir tous les trois. Hier, dans Les Vraies Voix, c'est pas Les Vraies Voix, j'ai entendu Jean-Christophe Gallien qui disait qu'on était peut-être déjà dans l'après-Macron. Éric Revel, si on est dans l'après-Macron 2 mois et demi après sa réélection,
5 ans, ça va être très long, non ? Oui, ça va être très long. C'est évident qu'on est déjà dans l'après-Macron pour une raison simple. C'est que l'impossibilité pour Elisabeth Borne et donc pour Emmanuel Macron de faire rentrer des gens dans ce gouvernement, des gens qui symboliseraient un ministère ou des personnalités de premier plan, ça signifie bien justement qu'on est déjà rentré dans l'après-Macron et que aucune des personnalités qui auraient été contactées pour rentrer dans ce gouvernement n'a souhaité le faire. Et puis l'autre symbole de cet échec fort de l'impossibilité pour Elisabeth Borne et donc pour Emmanuel Macron de faire rentrer, des poids lourds. Il est double. C'est la lenteur, elle n'est pas organisée par Emmanuel Macron. En fait, il prend son temps parce qu'il n'arrive pas à débaucher des gens. Et comme il n'arrive pas à débaucher des gens, il est obligé de puiser lui-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le vivier à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y avait 244 députés ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Il en a prélevé 4 pour les nommer ministres. Quand vous prenez 4 députés, alors que vous avez déjà une Assemblée qui est en majorité relative, ça prouve bien que vous n'avez aucun réservoir nulle part. Et donc c'est leur suppléant qui va être, c'est leur suppléant, non, qui va être à leur place. Oui. Eric, pardon. Oui, c'est le suppléant. Mais il me semble que c'est le suppléant. Oui, mais dans un mois, ça veut dire que ils seront en place dans un mois, mais ça veut dire que par exemple, si Elisabeth Borne avait engagé la confiance pour son gouvernement, l'effet pouvait être désastreux, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un nombre de députés encore en dessous de la barre qui est entrée à l'Assemblée nationale pour les raisons que j'évoquais là. Mais franchement, prélever 4 députés sur une majorité relative au-delà des compétences des uns et des autres, ça prouve bien que vous n'avez réussi à convaincre personne d'autre. Personne d'autre. Et quand vous avez un effet lenteur comme celui qui est non pas organisé mais qui est subi en réalité par Elisabeth Borne, oui, vous attendez un effet waouh. Vous attendez à ce qu'on vous sorte des gens où vous allez vous dire extraordinaire, Juvin à la santé. Bon, non, tout ça a échoué. Donc il prélève des députés sur sa majorité relative. Oui, pour répondre à la question de Philippe David, ça prouve bien que personne ne veut se mouiller, ni chez les Verts, j'avais cru comprendre que Jadot réfléchissait, ni chez les communistes, Fabien Roussel avait dit à un moment donné, pourquoi pas un gouvernement du national, ni chez les LR, personne ne veut y aller parce que tout le monde constate, la faiblesse politique d'Emmanuel Macron, ce début de second quinquennat, et 2, la page, à mon sens, Macron commence déjà à être tournée, jusque y compris d'ailleurs par François Bayrou et Édouard Philippe. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, on est déjà dans l'après-Macron ? Oui, mais d'ailleurs c'est inévitable dès l'instant où un président est réélu et il ne pourra pas briguer un 3e mandat, naturellement, immédiatement les ambitions, les rivalités qui ne se manifestaient pas lors du premier quinquennat commencent évidemment à sortir du bois, si j'ose dire. Mais je rejoins également totalement Elisabeth Lévy. Ce qui m'a scandalisé, c'est cette distinction si peu démocratique entre les partis de gouvernement et les autres, au nom de quoi un président tout de même qui n'est plus en état de force et qui n'a pas la légitimité pour distinguer le bon grain de livret, se permet de dire qu'il y a des partis de gouvernement et d'autres qui ne le sont pas. Et j'ai été particulièrement scandalisé par le ministre de l'Éducation nationale qui a indiqué qu'il était prêt à tous les compromis, sauf avec le Rassemblement national. Quelle légitimité a un ministre pour décréter un tel partage et un tel ostracisme? Je trouve aujourd'hui... Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Si je peux ajouter une chose sur Papendiaï. Elisabeth Lévy, oui. Non, je voulais ajouter une chose sur Papendiaï. D'abord, il a dit que sa seule boussole, c'était le RN. Excusez-moi, mais un ministre de l'Éducation nationale ferait mieux d'avoir comme boussole l'état désastreux de l'école, le niveau absolument terrible du bac et le niveau des élèves, le niveau moyen, disons, des élèves, que de faire ses chichis et montrer sa belle âme. Mais là, ça montre bien la limite des coups d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, il n'a pas nommé à l'Éducation nationale. Peut-être que c'est le poste où il aurait pu trouver une grande personnalité, quelqu'un qui était soucieux de, à mon avis, ce qui est le dossier le plus urgent qui nous attend.
il n'a pas voulu le faire. Il a voulu faire un coup, faire le malin comme il fait. Quoi. Et on en est là. Et restez avec nous, puisqu'on revient dans un instant. Gardez vos arguments pour répondre à Elisabeth Lévy. Nous appeler 0826 300 300, toujours avec Eric Revel, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy. On revient à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 9h21, vous savez que vous avez l'occasion de nous appeler, 0826 300 300 pour participer au débat jusqu'à 9h30 avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Eric Revel ce matin. Eric Revel, on parlait du dernier quinquennat qui était celui des femmes, vous en parliez tout à l'heure. Là, dans les ministres en plein exercice, 5 femmes sur 16, donc il y a un problème de parité. Oui, c'est ce que je disais dans mon édito. Il y a peu de ministres femmes, alors que j'avais cru comprendre que Emmanuel Macron se faisait fort de rééquilibrer tout ça. Ben là aussi, je pense, c'est un indice de sa difficulté, pas que chez les hommes, mais aussi sans doute chez les femmes, à avoir des personnalités et des gens qui incarnent la fonction. J'entendais Elisabeth et notre ami Bilger qui expliquait qu'ils adoraient Marlène Schiappa. Moi je suis un peu plus dubitatif, si vous voulez, sur le personnage, notamment sur sa capacité à incarner un poste ministériel, mais le fait qu'elle revienne après non pas sa traversée du désert, mais sa traversée du bac à sable, 1 mois et demi après avoir quitté le gouvernement, ça prouve bien que Elisabeth Borne, elle a pas grand-chose. Puis juste un mot sur ce qu'a dit très justement Philippe Bilger. Il parle de scandale quand le président de la République s'auto-arroge le droit de désigner les partis de gouvernement ou ceux qui ne le sont pas. Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'Emmanuel Macron, c'est lui qui a théorisé la disparition des partis gouvernementaux, Parti socialiste et les Républicains. Et aujourd'hui, il s'indignerait de ne plus avoir de partis de gouvernement, c'est des partis gouvernés. Mais son but politique, c'était de les supprimer, donc il ne peut plus les avoir. Et Elisabeth... il les a pas supprimés tout seul, Eric, ils se sont quand même... Ils y ont mis du leur, je dirais. Oui, mais c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a surtout tiré parti... réussi, et sans doute des LR qui ont l'air de résister. Oui. Mais il a tiré parti d'une situation. Non. Oui. Elisabeth. Non, mais Eric, pardon. Et Emmanuel Macron, on peut lui mettre toutes les malheurs de la France sur le dos, mais malgré tout, il a tiré parti d'une situation en 2017. Il l'a pas créée. En vérité, c'est pas lui qui a rendu le PS. Pardon. On vous entend pas. C'est pas lui qui a rendu le PS inaudible. Je veux dire, pour prendre cet exemple. Donc, mais pardon. Mais justement, Elisabeth, vous êtes la seule femme du plateau avec Cécile, bien évidemment. Le fait qu'il n'y ait pas la parité au gouvernement, ça vous choque ou pas? Surtout je m'en fiche, mais alors, je m'en fiche comme du tiers et du quart. Non mais parce que Marlène Schiappa, à l'époque, aurait dit que c'était un scandale, que dès qu'un homme coupait la parole dans un débat, elle l'accusait de mansplaining, parce qu'elle pouvait pas le dire en français, etc. Est-ce que là, quand même, c'est pas un peu amusant? Marlène Schiappa, elle va au gouvernement, mais elle se plaint pas de l'absence de parité, alors qu'elle aurait hurlé il y a 6 mois. Moi, je suis comme Philippe. J'ai une affection coupable pour Marlène Schiappa. Non, mais moi j'aime bien Marlène Schiappa, c'est vrai. Tant mieux si sa présence au gouvernement l'empêche de brailler sur la parité. Je m'en fous, mais alors à un point. Si vous voulez, les gens qui comptent les femmes... Pardon, les gens qui comptent les femmes pour s'endormir, ou quand ils comptent pas les Noirs, les Arabes, les Juifs, etc., ça commence à me fatiguer. Voilà. Donc, Philippe Bilger, dont on a fait le communicat parce qu'il a un grand poster de Marlène Schiappa dans son salon. J'ai eu la chance d'aller chez lui pour le constater. Non, j'ai plutôt Greta Garbo en ce qui me concerne. Mais c'est pas Greta Thunberg. Je rejoins Elisabeth. Je veux dire, moi, la parité, je trouve que c'est une notion grotesque. Je veux dire... ça ne me gênerait pas d'avoir davantage de femmes si elles étaient plus compétentes que les hommes, mais je trouve que cette conception mécanique qui a conduit par exemple à nous imposer il y a longtemps Christiane Taubira comme garde des Sceaux au nom d'une parité absolument millimétrée est une aberration totale. Alors justement, une question se pose, c'était suite à l'éditorial d'Éric Revel, il dit l'Assemblée nationale est en ordre de bataille. Est-ce que la motion de censure d'un gouvernement qui n'a encore rien fait, ça ne va pas un peu décrédibiliser la France insoumise qu'on va accuser d'opposition systématique? Éric Revel. C'est le risque. En même temps, la France insoumise, je pense qu'elle réagit de la sorte parce que
même si c'est pas écrit, de tradition. Quand un Premier ministre arrive et qui prononce son discours de politique générale, il est de bon ton, il est de tradition d'engager la responsabilité de son gouvernement. Et sans doute que le contexte actuel politique est extrêmement difficile pour le gouvernement, aurait nécessité justement là que la tradition soit respectée et que la confiance du gouvernement soit engagée. Bon, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, avec une majorité encore plus relative, c'est pas le cas. Donc la France insoumise réplique en disant, bah écoutez, nous on dépose une motion de censure, mais vous avez raison, Philippe David, un gouvernement qui n'a pas agi, on va pas le juger sur le fait qu'il n'ait pas agi. Bon, après, ce qui va être intéressant, c'est de voir, au-delà de la France insoumise, qui chez NUPES va voter cette motion de censure, et puis est-ce que d'autres groupes parlementaires, à droite ou du côté de la droite nationale, vont s'agglomérer à ce vote de censure décidé par la France insoumise. C'est une façon un peu de compter les troupes, mais je suis d'accord avec vous, c'est un peu grotesque de vouloir censurer un gouvernement qui pour l'instant n'a rien fait. Alors les plus politiques diront peut-être bah ça tombe bien parce qu'il ne fera rien de toute façon. Elisabeth Lévy et Philippe Bilger en 1 minute chacun, est-ce que ça va pas décrédibiliser non, très vite, moi je suis pas du tout d'accord avec Éric, je suis sur la ligne Guénaud, c'est-à-dire qu'il a défendu brillamment au micro de Patrick Roger, je ne sais plus quand, vendredi je crois, vendredi, eh bien je suis sur cette ligne, il n'y a strictement aucune raison dans les institutions et même dans l'esprit du régime pour que le gouvernement se demande l'investiture par le Parlement. S'il y a une motion de censure pour le renverser, elle existe. Et c'est pas de la cohabitation. Ah mais Éric, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Il a envie de parler. Allez-y Elisabeth. Vous savez qu'il y a la parité sur ce plateau. Vous en foutez, Elisabeth, il faudrait savoir. Donc, je pense que, au contraire, c'est un dévoiement des institutions. Enfin bref, écoutez l'interview d'Henri Guénaud plutôt que le pâle résumé que j'en ferai, et je suis tout à fait convaincu par ses arguments. Philippe Bilger, le mot de la fin, c'est pas une censure un peu trop tôt? Justement, non, Philippe, je vais me constituer comme défenseur de la NUPES, qui n'est pas dans mes habitudes. Incroyable. Certes, le gouvernement n'a pas agi, mais on peut avoir tout de même une petite idée de la tonalité politique depuis la réélection d'Emmanuel Macron et s'appuyer sur certains dysfonctionnements sans attendre que le gouvernement agisse avec énergie et intensité. La motion de censure ne me choque pas. Eh bien, et puis, je pense que la NUPES, si on la voulait modérer, il aurait fallu changer sa tonalité radicale. Ça, c'est pas faux. En tout cas, je n'ai pas compris. Vous pouvez préciser, cher Philippe? Ben, je veux dire par là que la NUPES ne peut donner que ce qu'elle est. Hein. Ah oui, d'accord. On va pas en faire un parti centriste. Hein. Ça, c'est vrai. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quand même un scoop ce matin, hein, Philippe Bilger est nupiste. Ah mais je crains d'être trop partisan de certaines extrémités, ça me perturbe. Vous avez bien dit nupiste, pas nudiste, hein, soit dit en passant. Ah oui. Absolument. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci Eric Revel. Merci Philippe Bilger.